Donc on est parti. Bienvenue à tout le monde. Alors, je vais laisser la place d'ici 2 minutes, aux intervenantes du jour, Laure Latour et Nathalie Van Stichelen de Jobseed. Simplement, je voulais vous présenter en 2 mots, l'IRCE, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc déjà, moi, je m'appelle Christophe Tourneur, je suis responsable communication et réseau de l'IRCE. L'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise, une association, à but non lucratif, dont la vocation est d'ouvrir une parenthèse stratégique dans le quotidien des chefs d'entreprise. Parce que c'est vrai qu'on accorde peu de temps finalement, on accorde peu de temps à la stratégie, quand on est chef d'entreprise. On y pense, dans la salle de bain en se brossant les dents, on y pense dans la voiture, dans les bouchons. Et alors que, la stratégie c'est essentiel pour éviter les obstacles, pour, se développer et tout simplement pour durer. Prendre le temps, lever la tête, partager avec d'autres dirigeants, c'est ce qu'on propose à travers des parcours structurants en collectif et avec l'appui d'experts terrain sur de nombreuses thématiques, comme, le management, le juridique, le financier, et également, les ressources humaines bien sûr. Heu et une des intervenantes du jour que j'ai citées, Laure et Nathalie, ont la particularité d'être non seulement expertes en RH, mais en plus d'être membres du réseau IRCE, donc je suis ravi, de les accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Et elles vont vous expliquer, comment, recruter intelligemment et autrement. Parce que c'est vrai que dans cette période actuelle, il y a beaucoup de bouleversements. Même avant le coronavirus, on avait de plus en plus de métiers en tension et également de candidats qui étaient de plus en plus exigeants. Heu, ça n'a pas changé, voire peut-être ça on verra, ça s'est accéléré, avec la crise. Heu et donc il est essentiel de faire le point là-dessus. Et donc je vais laisser la place tout de suite à Laure et Nathalie qui vont vous expliquer tout ça en détail et en parler avec vous. Je vous retrouve, en fin de webinaire et je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est presque distance socialement, presque. Alors, on va débuter ce webinaire avec Nathalie. On est ravis de passer un petit moment avec vous pour vous donner quelques clés pour recruter effectivement autrement, et mobiliser votre intelligence réelle, réussir votre premier investissement qu'est l'humain. Parce que, on a pris un petit titre parce que c'est l'intelligence réelle versus l'intelligence artificielle. On va essayer de passer un moment sympa avec vous et on y va. Chouette moment. Avec, d'abord la présentation, donc rapidement, donc moi je suis Laure Latour, j'ai, 20 ans de RH derrière moi, et j'ai toujours connu une problématique qui m'a, souvent étonnée avec, 3 millions de chômeurs d'un côté, 300 000 emplois non pourvus de l'autre et j'ai moi voulu contribuer à réduire cet écart, en étant vraiment actrice du changement et pas commentatrice du problème. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Jobseed, qui se positionne comme un coach de talent et un recruteur pour ses clients. Avec 3 critères clés, qui sont vraiment notre marqueur très fort. Respect des règles, donc évaluation de nos candidats sur ce critère-là, fiabilité et capacité d'apprentissage qui sont vraiment nos moteurs. Christophe vous l'a dit tout à l'heure, on s'est rencontré avec Nathalie, à l'IRCE, donc Nathalie Van Stichelen. Oui, je suis Nathalie Van Stichelen et je suis entrepreneur. Et dans tous mes business, j'ai toujours recruté des talents souvent pénuriques dans des marchés hyper tendus, comme la restauration, comme la métallurgie, ou voire beaucoup plus récemment avec l'essor du digital, dans le digital. Et j'ai toujours recruté sur des critères de savoir-être, au-delà des critères techniques et de compétences techniques. Et quand j'ai rencontré Laure à l'IRCE, ça a été une évidence pour moi que j'allais contribuer à apporter ma pierre à l'édifice Jobseed et qu'on est là avec vous ce matin à vous expliquer comment nous fonctionnons dans tous nos recrutements. Allez, on passe à la suite. Alors, titre accrocheur de recruter autrement, comment mobiliser votre intelligence réelle. Donc évidemment, versus intelligence artificielle. En fait, on n'est pas en opposition, on utilise évidemment des moyens modernes, mais on est plutôt en complément. Et l'idée, c'est vraiment de mettre toute votre finesse, toute votre intelligence des situations et votre intuition, qui vont être la clé de réussite de vos recrutements, au service, d'un recrutement avec des critères objectifs et qui vont pouvoir vous aider à recruter des profils extrêmement pénuriques. C'est ça qu'on veut mobiliser dans vos recrutements, avec toujours une bonne ambiance et un très bon état d'esprit, en utilisant l'intelligence artificielle,
sans la détourner, mais aussi et surtout en utilisant votre intelligence réelle. Pour ça, un petit sommaire rapide. Donc voilà ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. On va vous parler d'audit de poste. Donc l'audit de poste, c'est d'abord bien comprendre quel est votre besoin de recrutement, comment comprendre également quel est le biotope et l'environnement dans lequel vous allez recruter. Ensuite, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle une stratégie d'approche. Donc la stratégie d'approche, ça commence toujours par une annonce qui va donner envie, le choix d'une stratégie de chasse, et puis la manière dont on va pouvoir multiplier les différents sourcings pour avoir en fait dans son panier un maximum de candidats. Enfin, on va vous parler d'entretien comportemental, qui est l'étape clé forcément de la mobilisation de votre intelligence réelle, là où vous allez pouvoir mesurer le savoir-être de votre candidat. Et on va essayer de vous expliquer ce que c'est pour nous le parcours candidat-recruteur et qu'est-ce qui se joue derrière ce parcours pour pouvoir ensuite aller prendre la bonne décision en travaillant déjà sur l'intégration et cette période clé de coaching qu'on va proposer. Enfin, on vous fera un petit retour d'expérience sur le recrutement ces 3 derniers mois sous Covid et le petit bonus de la fin de notre webinaire qui est, vous le verrez tout à l'heure. Allez, on attend. Alors, audit de poste, ça, c'est un outil qui va nous permettre de travailler très en amont avec notre client pour pouvoir vraiment bien définir le cahier des charges de recrutement. C'est comme si vous achetiez une voiture sans savoir quelle utilisation vous allez en faire et quels moyens vous allez pouvoir mettre, de combien d'argent vous disposez. C'est exactement la même chose pour un audit de poste. Donc là, on va vraiment définir tout le cahier des charges de manière extrêmement précise. Donc on va chez nos clients, on va dans l'environnement de nos clients. Si on recrute pour l'industrie, on va directement sur les postes de travail. Et si on recrute aussi dans les bureaux, on va voir l'ambiance parce qu'effectivement, là où on va faire une différence, nous, en complément des critères objectifs et des critères de savoir et de savoir-faire, ça va vraiment être sur le savoir-être. On vous a mis quelques questions types qu'on pose à nos clients qui sont, vous voyez, des questions extrêmement ouvertes qui nous permettent de démarrer un échange sur des savoir-être qui sont quand même réels et objectifs. Donc, parlez-moi, par exemple, du meilleur collaborateur que vous avez eu. Ça nous permet vraiment d'instaurer un premier niveau d'échange qui est sur un collaborateur réel, un collaborateur du passé, qui a vraiment existé et pas le collaborateur idéal qui en fait potentiellement est le fameux mouton à 5 pattes du recrutement qui n'existe pas. Donc ça nous permet de tirer la pelote au fur et à mesure de notre échange avec notre client pour aller en profondeur sur les critères clés attendus. Deuxième question, parce que ce sont des réalités aussi, parlez-moi d'un collaborateur dont vous avez dû vous séparer. Ça, c'est des questions qui sont extrêmement riches parce qu'on arrive à voir ce qui n'est pas acceptable pour notre client en termes de recrutement. Donc, on affine, telle l'araignée qui tisse sa toile, on affine au fur et à mesure de ces questions qui sont très ouvertes pour arriver sur des critères d'évaluation qui sont précis et qui vont nous permettre de réussir le recrutement. Dernier exemple qu'on vous a mis, qui nous permettent aussi de nous ancrer dans une réalité de l'attente de notre client, c'est sur quels critères allez-vous décider d'une fin de période d'essai. Audit de poste, je l'ai dit, qui est vraiment l'étape clé qui nous permettra de réussir notre recrutement. Et vous allez voir, on va s'en servir tout au long du processus. On va pouvoir ensuite travailler sur la stratégie d'approche. Alors, on vous indique, modérateur, qu'il y a des personnes qui sont bloquées à la porte de la salle virtuelle. Donc, on demande à notre cher modérateur de bien vouloir les libérer parce que la clepsydre passe. Voilà, modérateur, si vous nous avez entendu, Sarah, ce serait super. Donc, j'avance sur la slide suivante, sur la stratégie de sourcing. C'est la première approche. Nathalie. Alors oui. Laure vous a donc expliqué cette première étape stratégique de l'audit de poste, de la découverte de l'entreprise, du biotope. Et une fois en fait qu'on a effectué cet audit de poste en profondeur, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on appelle notre stratégie d'approche. Donc, en fait, on va faire le choix de la manière dont on va aborder le recrutement et on va rédiger une annonce.
mais pas n'importe comment, parce qu'en fait, aujourd'hui, comme vous l'a dit Christophe en préambule, les candidats sont volatiles et on a la nécessité de rédiger une annonce qui donne envie, comme si vous vous adressiez à un client avec des verbes de mouvement et en fait d'action dans un collectif. Bref, en fait, on va déjà intégrer le candidat dans une démarche et après nous, on met notre cerveau en marche en multipliant les sources. Donc les sources, ce sont des job boards ou des agrégateurs d'offres, bien sûr, mais qu'on va cibler. Donc en fait, on peut cibler Indeed ou on peut cibler l'APEC, mais c'est pas du tout la même chose. On va déjà cibler en fonction du choix. Donc Indeed est davantage middle management, quand l'APEC, en fait, est davantage cadre. On va aussi chasser sur des réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux que vous connaissez bien, hein, comme LinkedIn, avec des mots-clés, des recherches booléennes également sur Google. Et on va bien différencier les mots qu'on va choisir en fonction de l'audit de poste qu'on aura effectué. On va faire jouer nos réseaux pro et perso. On va en parler. Et on va en parler aussi de manière confidentielle quand il s'agit de chasse confidentielle. Et on va nouer des partenariats. On a noué des partenariats avec des cabinets de placement, on a noué des partenariats avec l'armée et on a noué des partenariats avec des cabinets de managers de transition, par exemple. Et on a aussi, bien évidemment, notre vivier qu'on fait vivre et qui est pour nous une source clé dans notre approche de candidat. Parce qu'en fait, on a nos candidats étiquetés, validés JobSeed, telle en fait une marque de fabrique, c'est notre label à nous. Donc, en fonction de cette stratégie de sourcing, on va pouvoir aborder l'entretien de recrutement du poste pénurique. Et là, je laisse la parole à Laure, qui va vous expliquer très en profondeur la manière dont nous procédons. Alors, j'imagine que vous avez tous eu des entretiens de recrutement. Donc là, on vous a mis une petite slide sur ce que nous, on suit en fait, et on structure évidemment en avance de phase de notre recrutement. Ce n'est pas quand on arrive dans l'entretien de recrutement, quand on est recruteur, qu'on prépare ça. Tout ça, ça fait partie du cahier des charges. Donc, on vous a mis le timing sur la gauche, donc les 5 premières minutes, où on va instaurer les modalités. Instaurer les modalités, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste mettre en confiance pour qu'on ait vraiment toutes les meilleures conditions qui soient réunies. Par exemple, proposer un verre d'eau à votre candidat, le laisser s'asseoir, le laisser enlever son manteau, sa veste s'il y a besoin, parce que ça fait partie de lui, il ne connaît pas cet environnement physique, donc il a besoin des quelques premières minutes qui vont lui permettre d'être très à l'aise. Des choses qui sont aussi importantes, c'est de lui demander son accord. Nous, avec Nathalie, on prend toujours beaucoup de notes dans nos entretiens, parce qu'évidemment, on voit beaucoup de candidats, donc pour avoir le verbatim de ces candidats, pour pouvoir donner des choses extrêmement précises à nos clients, on note. Moi, je demande toujours l'autorisation à mes candidats en disant, est-ce que je vais prendre des notes, je vous écoute de toutes mes yeux, toutes mes oreilles, est-ce que ça vous va? Ça permet de faciliter ensuite l'entretien et de mettre en confiance pour un entretien qui va durer au moins 1h30. Ça, c'est une bonne durée d'entretien. En dessous, on n'a pas forcément été sur une mise en confiance totale. Au-dessus, on commence tous à fatiguer parce que vous allez voir, on est très, très, très concentré quand on fait un recrutement, que ce soit le candidat ou le recruteur. La partie vert foncé, on est sur vraiment la première étape d'entretien de sélection du recruteur. Donc on le découpe en 3 grandes parties. Donc première partie, ce qu'on appelle l'exploration du CV. Quand on a un candidat en face de nous, c'est qu'il a un CV qui correspond à notre cahier des charges, travaillé pendant l'audit de poste. Donc on a vu qu'il y avait une expérience qui correspondait. Donc c'est pas pour lui faire répéter l'intégralité de son parcours. On a préparé des questions en fonction du poste qui sont, je vous ai mis un petit exemple. Dans votre dernière expérience, quel est votre plus gros échec pour qu'il y ait ensuite des réponses attendues, qu'il y ait des éléments qu'on appelle des éléments stars. Donc, dans la réponse, on va vouloir avoir des éléments sur la situation, c'était quoi le contexte, sur la tâche, qu'est-ce que la personne a fait dans ce contexte-là, quelle action réelle qu'il a lui-même opéré, pas forcément l'équipe. Alors, c'est toujours bien d'entendre des nous et des on quand on est sur un travail d'équipe. Par contre, il faut être extrêmement vigilant parce qu'évidemment, on ne recrute pas l'équipe, on recrute la personne. Donc, qu'est-ce que la personne a réellement fait, elle, dans cette organisation-là, dans cette tâche, dans ce contexte? Et puis, on cherche toujours des éléments de résultat parce que ça, ce sera très prédictif de ce que la personne
va pouvoir aussi faire quand elle sera arrivée dans ce nouveau contexte. Donc ces 4 éléments clés, donc ces 4 réponses attendues donc, sur la technique du STAR, vont nous permettre d'aller valider que l'expérience telle que décrite dans le CV correspond bien à ce qu'on avait compris. Ensuite, on passe sur une deuxième séquence, à nouveau d'une quinzaine de minutes. Alors c'est évidemment pas chronométré, hein, c'est tentatif mais ça vous donne quand même le contenu, donc 1 ou 2 ou 3 questions d'exploration du CV. Pareil sur la mise en situation où là on se projette. On se jette dans, demain vous êtes recruté, au poste pour lequel vous avez postulé ou pour lequel on vous a chassé. Qu'est-ce que vous feriez? Donc là, on a préparé à nouveau des questions qui sont des questions de réalité, c'est-à-dire, qui vont, la personne est recrutée le lundi, potentiellement le mardi ou le mercredi ou à l'issue de sa première semaine d'intégration, ça peut lui arriver. On vous a mis aussi avec Nathalie une autre question. Vous êtes recruté, votre boss, votre manager, peu importe, votre dirigeant, votre direction, vous informe qu'il vient d'avoir un client mécontent de la prestation de votre entreprise. Que faites-vous? Évidemment, ces questions, elles sont toujours ouvertes, elles donnent quand même quelques éléments de contexte. Et ça, pareil, on va avoir des éléments de réponse sur ce que la personne a déjà connu dans son expérience passée, sur lequel elle va s'appuyer pour se projeter dans son expérience future. Extrêmement intéressant. Là, le recruteur est en position d'écoute extrêmement active pour voilà, noter tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se dire. Et c'est évidemment pas une question, il y a des questions rebonds, on continue et on tisse notre toile, on tire notre pelote pour bien comprendre et pour pas laisser le candidat en blanc, mais pour vraiment bien aller en profondeur sur la réponse. Dernière séquence de questions, ça c'est les questions détestées des candidats, les questions paradoxales, c'est les fameuses questions pièges RH. C'est pas du tout pour mettre le candidat en difficulté, c'est pas l'objet. L'objet, c'est plutôt d'aller confronter le candidat, bien sûr avec bienveillance, mais dans une situation qui soit inconnue. Parce que c'est ce qui va lui arriver dans son job quand on va le recruter. Il va évidemment être confronté à des choses qu'il ne pourra pas résoudre, qu'il n'aura pas connues dans son expérience précédente. C'est évidemment tout l'intérêt de prendre quelqu'un. Donc, c'est finalement pas tellement le contenu de la réponse qui nous intéresse, mais c'est plutôt comment est-ce que le candidat réagit face à une situation qui est complètement inconnue. On vous a mis, pareil, un exemple de question. Qu'est-ce que vous n'avez pas appris à l'école et qui s'est révélé décisif dans votre métier, dans votre carrière? Elles amènent un temps de réflexion, elles ne sont pas toujours évidentes, hein. Parfois on s'amuse à se les poser nous-mêmes en se disant c'est pas si facile. Donc elles amènent quelques réflexions et à nouveau c'est plutôt la manière dont on répond que le fond de la réponse qui peut nous intéresser. Une fois qu'on a passé toutes ces 3 grandes questions, on valide bien sûr les éléments clés de préavis, de rémunération actuelle et souhaitée. Et puis des étapes de contrôle de référence qui sont essentielles pour nous, toujours avec l'accord du candidat bien sûr, parce que c'est lui qui va nous donner les personnes avec qui il souhaite nous on puisse échanger. Et on passe sur les questions qui sont un petit peu plus claires dans la présentation. On change complètement de casquette, donc on était sélectionneur, on va passer maintenant vraiment ambassadeur de l'entreprise pour laquelle on recrute. On va présenter l'entreprise, on va présenter le poste, et là, on va aller évidemment chercher à maximiser la motivation et l'intérêt du candidat pour le poste. J'imagine que vous avez tous en tête, si vous réfléchissez quelques minutes, d'un entretien qui s'est mal passé et même un entretien d'il y a 10-15 ans, vous vous souvenez quand ça s'est mal passé. Donc en termes de message, en termes de réputation, c'est soit très, très constructeur parce que quand vous avez passé un bon entretien, même si vous n'avez pas été pris et que vous avez appris quelque chose, vous vous en souviendrez. Très destructeur si vous avez passé un processus de recrutement et un entretien de recrutement qui ne s'est pas bien passé. Donc c'est aussi notre rôle d'être vraiment ambassadeur de notre client pour pouvoir présenter de manière honnête, on n'est pas des commerciaux de nos clients, mais de manière honnête et transparente l'entreprise, et puis de répondre évidemment aux questions que le candidat a pour lever d'éventuels doutes, et puis si on n'a pas les réponses, on dit, mais que de l'entretien suivant, les réponses puissent être apportées. Extrêmement important de conclure pour tout le monde. Alors c'est un moment qui est très, très fort pour un recruteur parce que la tension du candidat en général se relâche. Voilà, ça fait au moins 1 heure et quart qu'on est ensemble. Donc il y a un premier climat de confiance qui s'est installé. Et là, on se lance toujours dans un feedback à chaud
Alors, c'est pas facile, mais ça fait partie de nos compétences. Feedback où on donne, à notre candidat, un retour qui est toujours construit, spécifique, sincère, qui va pouvoir l'aider, peu importe s'il est retenu ou pas retenu, mais pouvoir l'aider pour pouvoir améliorer, sa son entretien suivant ou la manière dont, voilà, il a pu répondre. Donc on fait toujours ça. Et évidemment, l'échange, continue et l'échange est toujours très intéressant pour nous, pour pouvoir alimenter, vraiment nos critères et ce qui va nous permettre de pouvoir sélectionner un candidat. Je vais passer la main, à Nathalie qui va vous expliquer que, on va bien au-delà de l'entretien de recrutement parce que finalement l'entretien de recrutement est la partie émergée du parcours. Et cet entretien de recrutement qui, vous l'avez vu, est extrêmement structuré avec des questions qui sont toujours les mêmes pour chacun de nos candidats, n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en fait, il va falloir aller chercher en profondeur des éléments clés de la personnalité du candidat, comme vous pouvez le voir ici, qui sont l'humilité et l'écoute, la précision et la simplicité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Bon, d'abord, le feedback, ce fameux feedback sous forme de 3 points forts, 1 point d'amélioration, va nous permettre de mesurer effectivement la manière dont le candidat va réagir et mesurer son humilité et son écoute dans la posture qu'il va adapter ensuite. Ça va également nous permettre de mesurer sa capacité d'apprentissage, qui est pour nous un facteur clé d'intégration dans l'entreprise. On va appréhender également sa compétence dans la manière dont il va nous exposer ses propos, dont il va nous faire des comptes rendus avec la qualité de son élocution, de ses écrits, hein, parce qu'en fait, vous connaissez cette fameuse phrase, «Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément». Bah, c'est exactement ça, en fait. Tout au long du parcours, en fait, on va demander aux candidats de revenir vers nous, de nous envoyer des rendus, de nous écrire des SMS et ça va nous permettre de tisser un lien fort, de mesurer la motivation, du candidat, de maintenir le contact et d'évaluer en fait, tout ce qu'il n'a pas montré, lors de l'entretien, d'1 heure et quart tel qu'on vous l'a présenté. On a calculé en fait qu'un candidat qui allait jusqu'au bout, qui était en shortlist finale et qui était, sélectionné, avait avec nous minimum, 50 contacts, que ce soit sous forme de SMS, que ce soit sous forme de mail, que ce soit, sous forme d'appel téléphonique. Voilà. Donc c'est pas rien et ça va nous, aider et nous conforter, dans la prise de décision, qui va arriver, et qu'on va vous soumettre telle que nous la pratiquons, chez Jobseed. Alors, c'est à toi. Donc on arrive au moment clé, à la prise de décision, qui est un moment de partage avec notre client. Donc là, on a fait, pour mémoire, tout l'audit de poste, toute la sélection, tout ce qui a été vu effectivement dans la partie immergée de l'iceberg, l'entretien évidemment de recrutement. Donc là, on arrive au moment où on va prendre la décision. On vous a mis quelques critères clés d'évaluation, voilà, pour exemple, et puis 3 candidats, donc madame A, monsieur B et madame C. Avec des critères qui sont très simples, inférieur à, ça veut dire qu'ils sont en dessous du critère attendu. Égal, ça veut dire que ça correspond et supérieur à, on est supérieur, au critère attendu. De manière très spontanée, ce qui peut ressortir quand vous savez, on sort de l'entretien, on se dit: «Ah, super candidat». Le super candidat, voilà, 1er retour à chaud, ça va être le candidat C. Il est super, il est au-dessus du poste, il a une super expérience, c'est extrêmement clair ce qu'il est en train de nous raconter. Super capacité d'apprentissage, donc voilà, ça c'est quelque chose où enfin, on va ressentir super motivé pour le candidat C, en retour à chaud à l'issue des entretiens. Et puis quand on va commencer à poser chacun de nos critères d'évaluation, en positionnant les petits signes, chacun le fait de manière individuelle et puis on confronte avec notre client pour pouvoir prendre la décision. Évidemment, vous imaginez bien que quand on est un égal, un supérieur, un inférieur à, on argumente et c'est là où on reprend tout ce qu'on a pu travailler
évidemment pendant l'entretien, mais aussi pendant le parcours, par rapport à l'audit des postes. Donc tout ça est très cohérent. Et une fois qu'on est à peu près d'accord sur les signes, et bien finalement, à titre d'illustration, ce sera le candidat B, qui sera le meilleur pour le poste, parce que c'est celui pour lequel il y aura le plus de égal par rapport aux critères clés. Le candidat C, il est très intéressant, peut-être pour un autre poste. Donc c'est ça qu'on veut travailler aussi avec cette prise de décision-là, pour prendre une décision de la manière la plus objective possible, en gardant toujours cette finesse d'intuition, cette intelligence des situations, parce que finalement, c'est la forme la plus aboutie, hein, de l'intelligence, cette intuition. Donc il faut absolument la garder en complément, et en assise de la décision, mais pas uniquement, pour pouvoir être très objectif dans notre décision de recrutement. On arrive ensuite, une fois qu'on a pris la décision, à deux étapes clés, la partie feedback des candidats qui n'ont pas été retenus. Donc ça, on vous l'a décrit tout à l'heure. On continue de le faire, hein, avec des candidats qui sont, pour certains, qui continuent de rentrer dans notre base. Si je continue l'exemple du candidat C, mais même du candidat A, c'est des gens qu'on va qualifier dans notre base. Donc ils ont un retour, ils ont un feedback construit pour pouvoir avoir du matériel pour continuer de progresser dans leur parcours candidat à eux, et dans le processus d'intégration, de recrutement, pardon. Et puis, candidat B retenu, lui, il démarre sur sa partie intégration. Et là, on continue, nous, de le suivre avec le coaching d'intégration. Donc, on est phase 0, prise de décision, feedback tel que je viens de vous l'expliquer. On fait S+1, donc fin de la première semaine, premier échange de recueil d'impressions. Comment s'est passée la première semaine, l'intégration, préparée, pas préparée, comment est-ce que les ressentis s'opèrent. C'est toujours extrêmement intéressant d'avoir ces ressentis de part et d'autre, parce qu'on peut lever très vite, en fait, avec des échanges, parfois des incompréhensions ou des modes de fonctionnement qui sont un petit peu différents, parce que quand on vient d'un environnement qui était habitué à fonctionner de telle manière, on arrive dans un autre. Parfois, c'est juste du calage et du fine-tuning et pas forcément un gros écart. Donc, corriger ça tout de suite, ça permet de repartir vraiment sur du bon pied sur la suite du processus. M+1, donc premier mois, où là, on fait un échange entre le responsable hiérarchique du recruté, le recruté bien sûr, et on identifie des premiers points forts et les premiers points d'effort qui vont permettre au parcours d'intégration d'être un petit peu amendé, corrigé par rapport à ce qu'on avait vu, notamment dans l'entretien de recrutement. Deuxième mois, on continue cet échange tripartite pour valider les progrès et commencer à poser la question de la période d'essai. Est-ce que tout le monde est confiant? Est-ce qu'il y aurait besoin de poursuivre sur une période d'essai? Est-ce que parfois on va directement dire non, en fait, on s'est trompé, donc on arrête. Ça nous arrive, évidemment ça nous arrive, c'est pas tous les jours bien sûr, mais ça nous arrive. Et puis 4e mois, là en général on est sur quelque chose qui est vraiment beaucoup plus construit, confirmé, et nous on arrive en finalisation du coaching d'intégration, mais on continuera d'avoir un échange pendant la première année, pour nous permettre aussi à nous de travailler sur notre feedback. Charité bien ordonnée commence par soi-même pour voir si on a fait le job comme il faut, si l'audit de poste a été construit, et ça c'est extrêmement intéressant pour nous parce qu'on est dans une dynamique d'amélioration continue. L'idée évidemment c'est d'être sur une opération qui soit réussie, et donc on est très orienté performance et succès, et c'est ce que nous a permis notamment l'audit de poste, qui est la brique vraiment socle et solide pour pouvoir être orienté sur du succès dans notre coaching d'intégration. On ne mesurera que 6 mois, 7 mois, 8 mois plus tard. On vous l'a dit, on vous l'a annoncé en sommaire, on voulait vous faire un retour d'expérience sur la partie confinement, parce qu'on a vécu des choses extrêmement intéressantes en tant que recruteur. Voilà, alors, on aurait pu penser en fait que le confinement et ce foutu Covid en fait auraient tout arrêté pour nous. Eh bien, figurez-vous pas du tout, parce que nous, on a continué de recruter à distance. On a même finalisé nos recrutements à distance, et peut-être même grâce à ce foutu Covid, et on s'est même demandé si ce serait la norme. Bon, difficile de toute façon de prévoir les impacts à long terme de cette crise, mais il n'empêche que notre ami Zoom est devenu la référence en matière d'entretien d'embauche
pour nous et que ça nous a aidé à maintenir, d'une certaine manière, les interactions sociales et de manière très, très efficace avec nos candidats. Et en fait, la vision en recrutement est devenue pertinente, parce que, nos candidats étaient disponibles, ils étaient dans un lieu, safe, donc ils parlaient avec, aisance, ils maîtrisaient leur posture et nous, on avait aussi tous les outils, qui étaient décuplés. On était vraiment très, très concentrés, sur l'écoute et finalement bien plus que lors d'un entretien où en fait on a, au bout d'1 heure et quart, l'entretien enfin l'esprit qui va divaguer. Et là, on a eu, des entretiens, sous forme de questions-réponses de grande qualité et on a posé un visuel différent sur les personnes. On leur a donné, la parole de manière pleine et entière et les silences sont devenus plus acceptables et on a vraiment nourri ces moments, d'échanges mutuels pour aller bien en profondeur de ce dont on a parlé tout à l'heure, sur les candidats. En plus, on a trouvé que nos candidats étaient beaucoup plus disponibles. Et malgré la distanciation géographique, on a établi rapidement une proximité avec eux, un lien fort, hem et qu'on a réussi à maintenir jusqu'à la fin. Et on a constaté que finalement, les liens qu'on avait tissés avec nos candidats sous Covid avaient été plus solides et plus durables que, précédemment, avant, avant cette crise et ce confinement et on s'est aussi beaucoup plus attaché au présent. C'est-à-dire que, au présent, aux liens humains qu'on a tissés au quotidien et à l'engagement qu'on avait demandé au fur et à mesure, de chaque étape qu'on a passée, pendant tout le confinement. Et c'est cet engagement qu'on a senti bien plus fort, pendant toute la période de Covid et qui a fait le succès, de recrutement, que ce soit pour des postes de cadres et des postes d'ouvriers, néanmoins. Donc on pourrait penser que ce soit réservé à une catégorie de la population, mais pas du tout. Absolument pas et en fait, on s'en félicite et on a tiré, le cadeau caché, de ce Covid et alors, en parlant de cadeau caché, Cadeau caché, c'est Nathalie qui fait référence à la courbe du changement. Je vous invite oui, à aller voir, vous allez trouver plein de choses sur internet. Effectivement, cadeau caché, au départ, on a été comme tout le monde, hein, sur le confinement, on s'est dit: «Mais ouh là là, comment ça va impacter?» Donc des choses positives aussi. Cadeau caché, ben, on vous offre, pour ceux qui sont toujours connectés avec nous, un petit bonus, d'accompagnement d'1 heure, pour vous aider à recruter autrement, vous donner quelques conseils, retours d'expérience, pour, faire, effectivement ces recrutements qui sont toujours des moments très difficiles, hein. On se trompe aussi, parce que, l'humain est effectivement très compliqué. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de variables qui sont prises en compte et qui sont des variables qui changent, de manière simultanée au recrutement. Donc il y a pas de science exacte du recrutement, il y a quand même on prend un maximum d'indices, et de faisceaux d'indices pour pouvoir nous permettre de prendre une décision, fine et objective. On va passer à l'étape questions. On a du temps, c'est chouette. Alors on va les reprendre, on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Donc merci de votre remonte. écoute. Alors tac, 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 on est bon. Alors, question de Daniel, comment convaincre les candidats approchés qui sont hésitants? Alors ça, c'est une première phase, extrêmement importante, des candidats hésitants qui sont chassés, c'est cette étape-là, parce que des candidats qui ont postulé, je suis là, ils sont en général motivés. Les candidats chassés, tu veux répondre, Nathalie? Je le fais? Allez, je réponds. Candidats chassés, donc des candidats qui sont pas forcément à l'écoute du marché, et qui disent: «Bah oui, peut-être». Il y a pas de conviction, enfin on n'est pas là pour, essayer de les emmener dans un processus pour lequel ils n'ont pas envie d'aller. S'ils sont, en plein d'interrogations, on essaye d'y répondre au maximum et là, la difficulté et notre valeur ajoutée, c'est plutôt de les mettre en réflexion sur ce qui fait qu'ils pourraient, candidater. Pas forcément pour nous, mais dans l'absolu. Donc là, on prend notre casquette de coach et on leur demande ce qui fait que, ils changeraient, pourquoi ils sont bien aujourd'hui, pourquoi ils sont pas bien aujourd'hui. Là où on va pouvoir réussir à en embarquer quelques-uns qui sont effectivement hésitants, c'est à nouveau des questions ouvertes et préparées. Moi, je vous invite vraiment à préparer, vos questions de recrutement. Après, une fois que vous les aurez posées,
vous allez pouvoir, à nouveau tirer la pelote. Mais préparez 2-3 questions, effectivement sur, qu'est-ce qui ferait que vous changeriez de job aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous convient dans votre job d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne vous convient pas ou plus? C'est comme ça qu'on peut effectivement, faire basculer des candidats qui sont hésités. Oui, puis on leur demande également, à un moment donné d'être acteurs, de revenir vers nous, sur leur motivation, c'est ce que tu disais, de resynthétiser les choses et en fait, c'est eux qui vont reverbaliser d'eux-mêmes, leur motivation, les raisons de leur changement et en fait, c'est par leur engagement, qu'ils vont convertir ou non leur hésitation. Alors, prenons l'ordre, Donc, on est confronté aux exigences clients, expertise post-métier, bien sûr. comment sensibiliser les clients que les compétences comportementales sont plus importantes que les compétences techniques. Et oui, Super question de Dominique. Évidemment, c'est tout notre challenge. Ça, on le fait par 2 manières. La première manière, c'est l'audit des postes. Parce qu'en fait, quand on a passé 1 heure et demie, 2 heures chez notre client à bien comprendre quel était, le meilleur collaborateur, celui qui a pas réussi et cetera, en fait, vous l'avez compris, on est sur du savoir-être, toujours, qui ressort et c'est à ce moment-là où c'est le client qui verbalise ça par rapport à sa propre expérience. Donc c'est là où, on va enfoncer le clou et on continue de, entre guillemets, «l'enfoncer» tout au long de nos échanges parce que Nathalie vous a parlé du lien qu'on tisse avec le candidat. On fait exactement le miroir avec, notre client et l'entreprise et au fur et à mesure, on travaille sur cette partie-là, et la question de Dominique est très pertinente parce que, l'entreprise a toujours cette espèce de réflexe de se dire, «C'est sur la compétence que je vais prendre ma décision». Le fait qu'on ait en avance de phase fait notre audit de poste, fait notre grille d'évaluation, on l'a fait valider par le client et c'est ça qui va emporter la décision, ça va nous permettre, vraiment d'emmener le client avec nous sur le savoir-être parce que, la grille, elle a été validée avant. Mais il y aura toujours cette espèce de zone de confort, c'est sur la compétence technique qui va vouloir prendre la décision. Le fait qu'on ait validé avant la grille, l'évaluation qu'on vous a présentée, ça nous permet de travailler plus en profondeur sur ce savoir-être. en fait, le client va verbaliser lui-même, heu, in fine, ses propres difficultés et il va parler de lui-même d'intelligence émotionnelle et d'adaptation à un environnement. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui permettre de différencier les compétences techniques des compétences, émotionnelles. Voilà. Alors, merci pour les petits mots sympas, c'est chouette. Je descends jusqu'à la question de Phil. Alors, pas convaincu, le recrutement est tout sauf une science exacte. On n'a jamais été aussi pointu. Oups. La question change. Alors on est sur l'histoire d'un recrutement, Exigeant dans les process de recrutement et le turnover n'a jamais été aussi élevé. On peut s'interroger. ouais, excellente question de Phil. C'est ça qu'on appelle le parcours candidat, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle pour certains qui ont fait un peu de marketing, mais on parle toujours de parcours client, d'expérience client. Nous, ce qu'on propose à nos candidats, c'est aussi cette expérience-là pour que ce soit apprenant et pas que ce soit que l'étape de sélection. On a nous, notre vécu en tant que cabinet, c'est que les candidats, ils n'ont qu'une envie, c'est de nous dropper le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on est un frein dans leur processus à eux parce qu'ils veulent aller voir l'entreprise. C'est complètement normal. Ils veulent aller voir le décideur et souvent ils estiment qu'ils vont rien apprendre avec le cabinet de recrutement. C'est là où on essaye d'avoir une valeur, On a une valeur ajoutée par rapport à nos candidats pour leur apporter quelque chose, parce qu'effectivement, les gens ne sont pas accrochés, sur du classique. Donc ils ont besoin d'être dans quelque chose où ils apprennent, et même s'ils vont pas au bout, même s'ils sont pas retenus, nous c'est nos meilleurs ambassadeurs, hein, finalement, les candidats, surtout ceux qui sont pas retenus, parce que ils penseront à nous parce qu'ils auront été, entre guillemets, non seulement bien traités, mais surtout qu'ils auront appris quelque chose. Alors Eugénie, merci pour les bravos. Pourquoi pas intelligence humaine plutôt que réelle? C'est la même chose en fait, hein. On s'était même posé la question, mettre intelligence humaine plutôt que réelle, c'était par opposition avec, intelligence artificielle, mais bien évidemment Eugénie, on peut aussi parler d'intelligence humaine ici. Alors, toujours Eugénie, quel regard portez-vous sur les candidats qui cumulent des expériences courtes, 1 à 2 ans maximum,
Moi, je dirais que ça dépend de l'âge du candidat déjà, de son parcours. Heu Ça va dépendre du poste. et C'est il n'y a pas de règle, hein? alors, il y a pas de règle, chez des clients qui ont une vision long terme, par exemple les industriels, c'est toujours inquiétant. Des candidats qui, ça c'est ce que nos clients pensent, des candidats qui s'ancrent pas dans une expérience parce que nos clients, je prends l'exemple de l'industriel qui a une vision un peu plus long terme, ça va l'inquiéter. Peut-être à juste titre ou pas. Ce qu'il faut, c'est comprendre, ce qui s'est passé, et en même temps de valider qu'on n'est pas sur un candidat, on les appelle nos candidats papillons, qui sont sur une lassitude très vite parce qu'ils n'ont pas appris. Donc parfois on leur dit que non, en fait, parce que c'est aussi important de s'ancrer dans une certaine durée pour avoir des compétences qui soient robustes, hein. On dit toujours la première année, on découvre, la deuxième année, on met en place ce qu'on pensait que les autres n'étaient pas capables de faire et puis en fait la troisième année, vraiment, on apprend. Donc 2 ans, moi je pas d'état d'âme là-dessus, pour peu qu'on ait fait ce retour d'expérience-là. C'est plutôt ça qui est intéressant, plutôt que la durée en elle-même. On est sur d'autres clients où les apprentissages peuvent aller beaucoup plus vite. 1 à 2 ans, c'est très bien, hein. Au contraire, des candidats qui s'enterrent dans une expérience de 4, 5, 6, 7 ans, c'est pas non plus très bon. Donc ça dépend, ça dépend. Alors Julie nous demande quel regard nous portons sur un candidat qui cherche à changer de localisation géographique? Un regard bienveillant comme, toujours, parce qu'en fait, c'est un petit peu la règle, bienveillance et exigence chez Jobseed. Bon, il y a pas de regard en particulier sur, un souhait de changer, de localisation géographique. C'est plutôt des conseils qu'on apporte, sur, pas changer les 3 piliers en même temps, mais là, on est plutôt en mode, ouais, posture coach que posture, sélection. C'est évidemment le choix du candidat de changer de région. Pas changer les 3 piliers, c'est, boulot, heu, entreprise, et vie perso. De faire les 3 en même temps, c'est possible. Il y a plein de gens qui l'ont fait, je pense qu'on l'a fait toutes les 2. C'est tout à fait possible. Faut que ce soit, voilà, un projet global. Faut juste être robuste sur ses bases, mais c'est plutôt on est plutôt sur une approche de type conseil qu'une approche de type, sélection, cabinet de recrutement. Alors Sylvie nous parle de son expérience, une présentation noircie du poste pour n'en présenter que les difficultés, histoire de ne pas rendre la mariée trop belle et pouvoir le dire une fois en poste. Ah ben ça fait des périodes d'essai qui passent pas. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie, et de temps perdu pour tout le monde, donc ça marche pas. Mais évidemment, D'où l'intérêt de faire un énorme étude de poste, c'est bien de tout comprendre en fait, hein, chez nos confrères qui sont au mmh. succès et pas forcément sur au-delà de l'intégration. Avantages, inconvénients du succès. Voilà. Mais effectivement, c'est du temps perdu pour tout le monde. Pour le candidat, bien sûr, pour l'entreprise, pour tout le monde et pour nous, évidemment. Et donc quoi faire quand le candidat est en interne? Ben, le coacher. Feedback is a gift. On dit ça, on doit prononcer cette phrase à peu près tous les jours avec Nathalie. C'est de l'anglais évidemment. C'est plus difficile, parce qu'on a quelqu'un qu'on doit garder motivé, mais c'est pour ça que le feedback est extrêmement important et donc construit, spécifique et sincère. Il faut le faire, parce que sinon, le candidat il comprend pas. Pourquoi? Alors souvent il n'a pas la réponse en direct. Il l'apprend parce qu'il voit une note d'information qui sort. Donc ça, c'est la première chose. 2, travailler avec le manager actuel de la personne pour que ce soit éventuellement le mieux, c'est que ce soit le manager, actuel de la personne, même s'il n'a pas pris part au recrutement, qui lui fasse un feedback pour qu'il puisse se raccrocher à des choses qu'il voit lui dans son quotidien. Ça, c'est mon conseil opérationnel, et c'est pour ça qu'il y a un moment où il faut faire le lien avec le manager de la personne parce que c'est lui qui connaît bien aussi son collaborateur. Et puis le feedback, faut savoir dire les choses. On est responsable de ce qu'on dit dans la vie, mais on est aussi responsable de ce qu'on dit pas. Donc c'est ça le feedback, c'est être capable de dire les choses pour que ça puisse être entendu, de manière construite, et d'adapter une posture en fait, hein, c'est une histoire de communication également en fait. Alors, dernière question, il me semble. Oui, on va faire la fin. Alors, donc selon vos dires, pensez-vous qu'il ne faut pas rester plus de 3-4 ans sur le même poste, périmètre dans une même entreprise?
C'est pas forcément ce que j'ai Ça entendu. dépend du Ça secteur. dé- Ça dépend de vraiment du l'entreprise. secteur et des usages. 3 ans, je pense que c'est une bonne expérience, mais 2 ans, ça peut marcher aussi. Si l'entreprise est hyper structurée, en 2 ans, vous avez fini votre apprentissage et votre retour d'expérience. Si l'entreprise n'est pas très structurée, il faudra presque 3-4 ans pour faire le boulot sur lui-même. Donc, voilà, c'est pas aussi net que ça. Voilà pour notre temps. Allez, Phil, dernière. Il n'y a pas de règle. Un candidat qui change de boîte tous les 6 mois depuis 5 ans n'est pas forcément un mauvais profil. Il n'a pas trouvé sa voie, mais il a pris des risques, contrairement au profil resté 25 ans dans la même boîte. Voilà, il y a plein de, il y a pas de règles. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est à la lumière du contexte que la réponse se trouve. Un grand merci de votre écoute. On laisse le mot de la fin à Christophe. Merci à tous. On va rester là. Ah. Oui, merci à vous deux. Et c'était très enrichissant. N'oubliez pas de noter le webinaire quand vous serez déconnecté. Donc je vous le répète, vous aurez accès au replay et aussi vous pourrez télécharger le support d'intervention de Laure et Nathalie. Je vous donne rendez-vous maintenant pour le prochain webinaire à la rentrée de septembre. Donc, déjà les vacances. Ouais. Pour les webinaires, en tout cas, c'est les vacances, pas pour le reste, mais pour les webinaires de l'IRCE. Donc, on se retrouve en septembre. Restez connectés à Webikeo et sur le site de l'IRCE et sur les réseaux sociaux. On vous donnera le programme de la rentrée très bientôt. On a été ravis de faire ce dernier webinaire avec vous tous. Et on vous envoie en message privé, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, notre heure d'accompagnement, évidemment. Merci beaucoup de votre écoute. Belle journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.